Bonjour à tous et bienvenue dans Première Consultation, le podcast préféré des patients et des professionnels de santé. Aujourd'hui, ravi de vous retrouver dans cette troisième consultation. C'est toujours vraiment un plaisir de vous partager ces podcasts. C'est un gros basculement dans ma vie, je vous l'ai dit dans mon premier podcast, mais vraiment je prends énormément de plaisir à faire tout ça. C'est beaucoup moins de stress que les vidéos. Je suis vraiment trop content des retours que j'ai. Merci beaucoup pour votre soutien. Aujourd'hui, on va passer à nouveau à peu près 1h30, 2 heures ensemble. Vous le savez, c'est à chaque fois du contenu intéressant et divertissant au niveau de la santé. J'essaie toujours que ce soit très très rigolo. En général, vous aimez beaucoup parce que c'est du contenu qui vous fait marrer et qui en plus vous apprend des choses. Donc, on va revenir sur le sommaire rapidement. Alors, vous savez, le podcast est divisé en plusieurs rubriques. Je parle un petit peu de moi au début, après on traite de sujets d'actualité, il y a le sondage de la semaine, après on va parler d'une maladie, on parle aussi de conseils santé, et enfin, à la fin, il y aura la prescription. Quel est le conseil santé que vous devrez appliquer jusqu'au prochain podcast? C'est la rubrique prescription qui aura lieu à la fin. Donc en premier, on va revenir sur une expérience personnelle que j'ai vécue. Et je pense que vous allez beaucoup rigoler. En fait, ça fait suite à une question d'un abonné qui m'a demandé quel type d'élève j'étais à l'école. Et je pense qu'il y en a beaucoup qui vont être interpellés, parce que je ne suis certainement pas le type d'élève auquel vous vous attendez. J'étais un élève un peu plus turbulent que ce que vous pouvez imaginer. Donc je pense que vous allez beaucoup rigoler dans cette rubrique numéro 2. Ensuite, on va parler d'actualité en santé. Et donc, j'ai pu trouver plusieurs actualités. Vous m'en avez aussi envoyé. On va parler, par exemple, de l'arnaque totale qu'est l'application Carte Vitale. Je ne savais même pas que ça existait, cette application. Pourtant, c'est super vieux, apparemment. On va en parler. On va bien rigoler aussi. Et aussi, on va discuter d'une actualité, La Poste, ceux qui vous livrent les lettres, ils se lancent dans la santé. Voilà, ils ouvrent une sorte de pharmacie. Bref, on va en parler tout à l'heure. Et on va aussi parler d'une maladie dans une autre rubrique, une maladie qui fête sa journée mondiale en ce moment. Et puis voilà, ça vous permettra d'avoir quelques notions au fur et à mesure des épisodes, quelques notions sur différentes maladies ou différents sujets. Ça vous donnera une sorte de culture générale, quelques notions, et puis je vous laisse approfondir si besoin de votre côté. Mais en tant que professionnel de santé, j'imagine que c'est très très important de savoir de quoi on parle. Et enfin, aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi, j'ai envie de parler de bonté, de générosité. Et on va finir sur une analyse. J'aimerais, dans le sujet conseil santé, que je vous livre mon analyse d'une attitude positive envers l'autre et du don de soi, en quelque sorte, qui vous permettra d'enrichir votre vie. Et je vous livrerai tous les bienfaits que ça peut avoir sur votre santé. Ça va être très intéressant, et aussi il y aura une prescription, donc le conseil à appliquer jusqu'au prochain podcast, et à chaque fois du coup vous me donnez vos retours sur ces sujets. Vous verrez, la prescription d'aujourd'hui est vraiment très 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 cool. Avant que ça commence, vous le savez, le podcast est coopératif, je vous demande absolument de participer au sondage, au post, de me donner des questions pour la rubrique FAQ. C'est un podcast coopératif, donc j'ai absolument besoin de votre soutien sur le compte Instagram première.consultation. Abonnez-vous absolument à ce compte, tout se passe sur ce compte. Donc c'est coopératif et j'ai besoin de votre soutien pour animer le podcast. Aussi, mettez 5 étoiles au podcast sur Spotify, sur Apple Podcast, sur les plateformes sur lesquelles vous écoutez le podcast, parce qu'il y a des petits rigolos qui se sont amusés à me mettre des mauvaises notes. Et donc, j'ai eu une moyenne un peu naze. J'ai 4,6 sur 5. Bon, c'est une très bonne moyenne, mais franchement, je suis un peu dégoûté qu'il y en ait qui se soient amusés à me mettre des 1 sur 5. Alors que je donne tout ce que j'ai dans ce podcast. Donc, mettez des bonnes notes sur Spotify, c'est absolument primordial pour le référencement. De votre côté, ça vous prend 5 secondes à faire, alors que de mon côté,
c'est vraiment un avantage énorme sur mes collègues qui font également des podcasts. Aussi, du coup, abonnez-vous à mon compte Instagram première.consultation. N'hésitez pas à me taguer en story pour me faire de la pub, pour montrer aux autres que vous écoutez ce podcast. Montrez-moi des jolis paysages pendant lesquels vous êtes en train d'écouter le podcast, ou alors pendant les transports. Faites-moi des stories, taguez-moi dans vos stories et je vous repartagerai tous. Et enfin, je vous demande, dernière information, d'aller sur mon compte Tipeee. Parce que ce podcast est 100% gratuit pour vous. Et du coup, pour moi, il me prend énormément de temps, que je ne gagne pas d'argent en faisant ça. Donc je vous demande de faire preuve de générosité et de m'envoyer quelques euros sur Tipeee. Votre soutien est absolument vital pour le podcast. Je vous demande pas grand-chose, même 1 euro, ça m'aiderait énormément. Et si tout le monde si tout le monde donnait 1 euro, ce serait vraiment un avantage énorme pour moi. Vous le savez, je vous apporte du contenu de qualité de façon régulière. Vous rigolez à chaque fois, donc n'hésitez pas à me rétribuer par votre générosité en me donnant quelques euros sur Tipeee. Ça me ferait énormément plaisir. Et si vous voulez que le podcast reste indépendant de tout financement, c'est-à-dire, je sais pas, des partenariats ou des sponsors des vidéos, etc., vous savez très bien que c'est absolument désagréable de voir des partenariats dans tous les contenus qu'on consomme aujourd'hui, à la fois sur YouTube, Spotify, etc. Si vous voulez que le podcast reste absolument libre de tout financement, je vous en prie, donnez-moi de l'argent sur Tipeee, parce que sans votre générosité, je serais malheureusement forcé de faire des partenariats. Donc j'imagine que vous voulez... Si vous faites la comparaison avec d'autres podcasts que vous pouvez consulter, vous verrez que mes informations à moi sont totalement libres de tout financement et que je dis absolument ce que je veux parce que je n'ai pas de sponsor, contrairement à d'autres podcasts. Bref, c'est tout pour les différentes annonces en introduction. On passe tout de suite à la rubrique numéro 1 qui est la rubrique « La semaine de douzerie ». Qu'est-ce qui s'est passé dans ma semaine ? Écoutez, semaine plutôt courte, qu'est-ce qui s'est passé ? D'abord, j'ai fait une story pour vous engueuler un petit peu. Je dois l'avouer que je n'étais pas content hier. À vrai dire, je voulais vous faire une story pour vous montrer que moi, je faisais mes 10 000 pas par jour depuis plus d'1 mois. C'était pas pour vous engueuler, c'était pour vous montrer que moi, je l'ai fait et j'ai réussi à avoir des résultats impressionnants sur moi-même puisque j'ai perdu plus de 3 kilos en 1 mois. Je n'étais pas spécialement gros, donc vous voyez que c'est absolument considérable. Je ne me permettrai pas de vous faire des prescriptions, c'est-à-dire de vous donner des conseils santé que je n'applique pas moi-même ou alors dont je n'ai pas moi-même vu l'effet sur la santé. Et donc là, je vous ai dit de faire entre 7 et 10 000 pas par jour. Combien d'entre vous l'ont fait tous les jours ? Combien ? Parce que moi, je vous donne des conseils santé. Je vous dis les bienfaits sur la santé, il faut absolument que vous me croyiez et que vous appliquiez ça dans vos vies et que vous en ressentiez vous-même les effets. 10 000 pas, c'est 1h30 de marche et ça se fait tous les jours très très facilement. J'ai absolument pas besoin de me forcer. Vous savez, moi j'ai un travail où je suis constamment assis et eh bien je dois sortir que 40 minutes le soir pour compléter mes 10 000 pas qu'il me manquent. Je pense que vous avez tous 40 minutes à perdre le soir en rentrant chez vous. Au lieu de vous mettre devant Netflix ou devant YouTube ou devant la télé ou je ne sais pas quoi, sortez 40 minutes marcher et voyez les bienfaits sur votre santé. Et en plus, profitez de ces 40 minutes pour écouter mon podcast ou pour regarder vos séries Netflix ou pour regarder YouTube, etc. Mais absolument, appliquez les conseils santé que je vous livre. Donc le premier conseil santé, c'était faites vos pas. Le deuxième, c'était habillez-vous correctement ou faites l'effort de vous habiller correctement, au moins pour les occasions spéciales. Un date, un restaurant, un anniversaire, je ne sais pas. Pour aller à l'école, c'est une occasion spéciale aussi. Le troisième, il aura lieu tout à l'heure, je vous laisse le découvrir, mais c'est une prescription qui est très importante pour moi. La deuxième news de la semaine, c'est qu'il y a les pompiers qui sont passés chez moi. Et oui, vous savez, ils vendent des calendriers. À vrai dire, je n'ai jamais eu l'occasion d'acheter des calendriers jusqu'alors.
Et donc je ne savais pas vraiment combien d'euros donner, et donc j'ai donné 15 euros. Je pense que c'est un prix tout à fait acceptable pour 12 pages de calendrier. Et en plus, je me suis renseigné auprès d'amis qui sont pompiers dans leur vie de tous les jours, et ils m'ont dit que c'était un prix tout à fait honorable, puisqu'il y a beaucoup de gens qui donnent beaucoup moins. Donc je suis content de pouvoir participer par ma générosité à, je sais pas ce qu'ils vont acheter avec, peut-être des nouveaux outils, du nouveau matériel, ou des bières, et puis ma foi, s'ils achètent des bières avec, je suis tout à fait content aussi. Donc voilà, écoutez, moi je vous dis, dans la vie, et ça rejoint la prescription que vous aurez tout à l'heure, donner dans la vie, il faut donner pour recevoir. Quand les pompiers vont arriver chez vous, vous serez tout à fait content qu'ils viennent d'une façon totalement désintéressée vous sauver la vie, ou je sais pas, vous éteindre le feu ou quelque chose comme ça. Et quelle gratitude vous aurez le jour où vous aurez besoin d'eux et que vous vous rappellerez toutes les fois où vous avez donné de l'argent pour contribuer à leur bien-être, à leurs nouveaux outils, à leur joie du travail, leur je sais pas quoi. Vous vous souviendrez de ça et vous vous direz, j'ai fait ma part des choses, aujourd'hui c'est à eux de faire leur part du gâteau. Donc voilà, c'est donnant-donnant, et dans la vie, il faut toujours donner pour recevoir. Je vous en dirai plus tout à l'heure lors de la rubrique prophylaxie. C'est le sujet d'aujourd'hui, c'est le don de soi, l'attitude positive. Vous en saurez plus tout à l'heure, mais je vous enjoins, si les pompiers passent chez vous, donnez-leur de l'argent. Je sais qu'il y a d'autres professions aussi qui passent pour vendre des calendriers. N'hésitez pas à donner quelques euros, c'est toujours très sympa. Et le jour où vous aurez besoin d'eux, vous vous en rappellerez. Bref, sinon, troisième et dernière actualité, vous le savez peut-être, depuis quelques semaines, je vais à la salle de sport m'entretenir un petit peu. Et donc, moi, j'ai rien demandé. Et là, il y a le coach de la salle qui arrive et qui me voit avec mon bout de papier où j'ai noté mon programme. Il me dit « Salut, je peux voir ton programme ?» Donc moi, très gentiment, je lui montre. Il me dit « C'est toi qui l'as fait ?» Je dis non, non, je l'ai acheté à un influenceur là sur Instagram, un mec que j'apprécie bien, donc j'ai acheté son contenu. Il me dit ouais, il est bien, et après il me dit je peux savoir combien tu l'as acheté? Donc moi j'ai conscience de l'avoir acheté assez cher, mais si je ne l'avais pas acheté, parce que des programmes de musculation, en fait, il en existe des centaines gratuitement en ligne, ou alors vous le faites sur ChatGPT. Voilà, c'est tout à fait possible de faire comme ça, mais moi je me suis dit, si je n'achète pas ce programme, je n'aurai pas la volonté d'y aller. En fait, là, puisque j'ai payé, psychologiquement, je me dis, je dois rentabiliser mon investissement et je dois y aller à la salle pour rentabiliser l'argent que j'ai investi. Alors que si ça avait été gratuit, je ne l'aurais pas fait. Bref, psychologiquement, je trouve que c'est un bien intéressant. Et donc c'est pour ça que je me suis forcé à acheter et en plus à financer du coup quelqu'un, un influenceur que j'aime bien. Donc ça a coûté un petit peu cher, plusieurs centaines d'euros, mais j'en suis très content pour le moment. Mais le problème, c'est que le coach de la salle, en l'occurrence, il m'a regardé de haut, il m'a méprisé en me disant « Non mais là tu t'es fait arnaquer mon grand. Là tu t'es fait arnaquer, écoute, si tu étais venu me voir avant, moi je te l'aurais fait pour moitié moins. » Génial, raconte-moi pas ta vie et ferme un peu ta gueule, merci. Vous le savez que ce podcast est absolument violent. Non, mais c'était indélicat de sa part, dans l'idée que je ne lui ai rien demandé et il vient me raconter sa vie en me disant que je suis un pigeon, que je me suis fait arnaquer, etc. Moi, je suis tout à fait content de mon investissement. J'ai, par mon achat, financé un influenceur que j'apprécie plutôt. Donc ferme ta gueule, voilà. Y a beaucoup de choses qui peuvent se conclure par ferme ta gueule dans la vie. Je pense que les débats seraient beaucoup plus courts et beaucoup plus apaisés si on faisait chut, 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 vos gueules, vos gueules. Chut, chut, chut. Je t'ai demandé quelque chose? Je t'ai rien demandé, merci beaucoup. Bref, donc voilà, lui il m'a un peu saoulé, c'est pas très grave, la vie continue, il y a plus grave dans la vie, mais bon, c'était plutôt indélicat en tant que client de la salle de sport. Je suis censé être son client et lui c'est un des coachs de la salle, donc forcément il me doit une sorte de respect parce que j'ai payé pour être ici. Et il est clairement venu tout à fait méprisant en me disant que je me suis fait arnaquer, que blablabla, blablabla. Voilà, ça suffit.
Merci beaucoup. C'est tout pour cette rubrique numéro 1. On passe tout de suite à la rubrique numéro 2, la rubrique anamnèse. Vous savez, la consultation commence toujours par l'anamnèse du patient. Et l'anamnèse, c'est le moment pour moi de vous parler d'une expérience personnelle. Et donc, comme je vous le disais en introduction, aujourd'hui, on va parler de mon expérience personnelle dans le milieu scolaire. Alors, quel type d'étudiant j'étais? Oh putain, on va rigoler. En fait, on va faire ça chronologiquement. On va passer rapidement sur la primaire parce que forcément c'est pas très intéressant. Mais pour vous mettre un petit peu de contexte, je suis né à la campagne, donc c'est quoi? C'est école à la campagne. On est à peu près 8 à 10 par classe. Ceux qui ont fait l'école en ville, ils doivent se dire quoi? Ils sont 8 à 10 par classe, alors que moi il y avait 3 classes de 56. Donc tout le monde se connaît évidemment, on est 8 à 10 par classe, on est tous copains, bref voilà. Le fait est que moi j'ai un grand frère, et donc qui a 3 ans de plus, et donc quand il révisait, vu que j'étais toujours avec lui, j'étais à côté, et donc j'ai un petit peu la prétention de dire que j'ai commencé à réviser plus tôt que les autres élèves de mon âge. Donc j'avais en sorte... Quand j'étais avec mon grand frère et qui révisait des trucs de CE2 alors que moi j'étais en grande section, forcément je m'y intéressais aussi inconsciemment. Et donc j'étais plutôt doué en classe. Voilà. On a même proposé à mes parents que je saute une classe. Ils ont refusé. Et je trouve que c'était plutôt une bonne idée d'avoir refusé. Même si j'étais quelqu'un de très très grand pour mon âge, donc ça m'aurait pas spécialement dérangé de me retrouver dans la classe du dessus. Rassurez-vous, tout le monde m'a rattrapé ensuite. Je ne suis plus du tout le plus grand de la classe aujourd'hui. Vous avez de la chance parce que j'ai fait l'effort de retrouver mon carnet de santé que j'ai sous les yeux. Pour vous donner une idée, à 7 ans, je faisais 1m32. Voilà. 1m32, alors que Google est en train de m'informer que la taille moyenne est à 1m22. Voilà. Donc je faisais 10 cm de plus que tout le monde. C'est absolument énorme. Si vous voulez les photos de classe, je suis le plus grand de la classe. Je comprends pas pourquoi ma croissance s'est arrêtée. Après, tout le monde m'a rattrapé au lycée. Voilà, alors que j'aurais préféré être plus grand, mais bon, si j'avais été plus grand, j'aurais préféré être plus petit, on n'est jamais satisfait. Bref, donc voilà, ça c'était pour vous donner un petit peu de contexte, j'étais très grand, j'étais plutôt doué à l'école, c'est vrai, puis j'aimais beaucoup ça en fait, en primaire, c'était très stylé, bref. L'arrivée au collège, c'est un peu le choc. C'est-à-dire que c'est la ville, il y a beaucoup de monde, les troisièmes, ils ont 4 ans de plus, ils ont presque 15 ans, ils sont super grands, ils sont musclés, ils sont en pleine puberté, ils sont violents, bref. Il y a des personnes qui sont pas forcément très bien intentionnées, il y a du racket, il y a du vol, il y a du... Bref, il y a de la violence aussi, il y a des gens qui se battent dans les classes ou dans la cour de récréation. C'est vraiment le choc. Pour moi, le gentil petit sixième. J'étais évidemment dans les premiers de la classe, mais vous allez voir que ça va rapidement dégringoler, parce que Anthony, il aime bien rigoler. En cinquième, je change de collège, et c'est justement là la dégringolade, parce que, en fait, faire l'âne et le clown avec ses copains, c'est quand même plus rigolo que travailler. Et donc là, qu'est-ce qui se passait? Donc là, c'était la Mongolie, hein, c'était les débiles mentaux, si vous voulez. C'était heure de colle, hein, c'était bagarre dans la cour de récréation. C'était... Putain, je me souviens d'une histoire avec une bataille de boules de neige qui nous avait valu des heures de colle, je sais plus combien, bref. Mais en fait, bataille de boules de neige contre les profs, contre le CPE, contre les pions. Donc forcément, c'était rigolo sur le coup, mais après, c'était moins rigolo quand fallait expliquer ça aux parents. Hein. C'était moins rigolo quand fallait dire à ses parents de nous emmener en heure de colle le mercredi après-midi. Bon, ça c'était moins drôle. Sinon, c'était quoi? Fallait fuguer du collège pour aller acheter des bonbons, très intelligent aussi. Donc oui, c'était la Mongolie. Vraiment, on a bien rigolé. C'était vraiment drôle, mais bon, à côté de ça, je restais quand même un super bon élément. C'est-à-dire que j'ai toujours eu des facilités, donc j'ai toujours eu des bonnes notes au contrôle, ce qui m'a toujours valu aucun problème pour passer les années. Donc j'ai eu mon brevet plutôt facilement.
Et donc après, en fin de troisième, il faut choisir l'orientation au lycée, quoi. Choisir en fonction des options, etc. C'est-à-dire que moi, mon dossier m'a valu un refus. J'ai été refusé à l'orientation du lycée. Voilà, donc je me suis retrouvé sans solution. Je n'avais pas de lycée. Ce qui est, enfin, j'ai du mal à me souvenir de ce qui se passait, mais si vous voulez, c'était un peu la catastrophe à ce moment-là, parce que j'avais pris un seul lycée en me disant, bah, ça va, je suis absolument sûr de l'avoir, vu que euh, je suis quand même un bon élève et que bon, mon dossier, il est ce qu'il est, mais il n'est pas non plus catastrophique. Mais en fait, de mémoire, c'est parce que j'avais mis une option et que j'avais pas eu cette option, donc je n'avais pas eu l'orientation que je souhaitais, et donc je me suis retrouvé sans lycée puisque je n'avais pas été pris à celui-là avec l'option que je souhaitais. Bref, c'est compliqué, mais je me suis retrouvé sans lycée et donc je me suis retrouvé. Je me suis retrouvé en fait dans le lycée où tous ceux qui ont eu une orientation refusée, tous ceux qui ont loupé leur orientation, en fait, ils le mettaient dans ce lycée-là. Donc je vous laisse imaginer un petit peu les animaux, la faune. C'était vraiment le cirque animalier, en fait, ce lycée. C'est-à-dire que tous ceux qui ont loupé leur orientation, ils le mettaient dans ce lycée-là. Et donc évidemment, arrivé au lycée, là c'était catastrophique. Là je me retrouve avec tous les Mongoliens du département, et puis ça faisait n'importe quoi. C'était... Si vous voulez, il n'y a pas un seul programme qu'on a réussi à finir. Les profs d'histoire, ils ont fait la moitié du programme. Donc c'est dur, parce qu'ils n'arrivaient pas à faire en cours. C'était franchement une catastrophe, parce qu'il y avait tous les Mongoliens de la région qui se retrouvaient au même endroit. Donc forcément, on rigolait énormément. On rigolait, on se lançait des craies en cours, on bisutait un peu les gens. Je me souviens, il y a un mec, on lui avait pris son cartable et on l'avait mis sur le toit du lycée. Putain, mais les Mongols. Sinon, en EPS, au cours de sport, je me souviens que on allait dans les vestiaires et on cachait les habits, les affaires de rechange des gens. Donc ils se retrouvaient en affaires de sport en plein hiver, en cours. Enfin bref. Sinon, ça se battait en cours. Il y en a qui arrivaient déguisés en cours. Oh là là, mais le pire, c'est, je me souviens, il y en a un qui était arrivé derrière le prof et il lui avait baissé son pantalon. Oh. Non mais là ça me fait de la peine pour le prof, parce que déjà c'était un prof qui avait un peu de mal à se faire respecter en cours, et il y a un turbo mongol qui arrive derrière lui et qui lui baisse son pantalon. Et le prof se retrouve en slip devant tout le monde. En vrai c'est pas marrant. Arrêtez de rigoler, c'est pas marrant. Euh, Bon bref, c'était je sais pas quoi vous dire, mais la Mongolie quoi. Il n'y avait pas un jour où il n'y avait pas un truc de gogol comme ça. Donc forcément, ça bisutait un petit peu les gens, mais pour moi, je vais vous le dire, le bisutage, c'est bon pour l'apprentissage. Je veux pas le bisutage gentil, hein, et c'est pas le bisutage que vous voyez dans les journaux qui emmène des gens à l'hôpital et des gens qui, bon, ouais, vous avez compris, le bisutage gentil. De toute façon, on est tous le bisu de quelqu'un, on est tous le harceleur de quelqu'un. Ça, c'est absolument obligatoire, mais je pense que dans le fait de forger un homme ou même une femme, le bizutage euh, a, une, quelques bienfaits au niveau de l'apprentissage, au niveau de savoir rendre les coups, de se forger un caractère. Je pense que ça a du bon aussi. Mais de toute façon, regardez mon gabarit, je ne suis ni grand, ni musclé, ni gros. Donc je suis un gabarit plutôt athlétique, mais rien qui pourrait inspirer la méfiance, on va dire. Et donc, évidemment que j'ai été, moi aussi, le bisu de quelqu'un et le harceleur de quelqu'un. C'est absolument obligatoire. Voilà, et donc voilà. Et qu'est-ce qui se passait? C'est qu'il y avait l'internat au lycée. Moi, j'étais dégoûté de pas être à l'internat. J'étais triste parce que mes potes qui faisaient le plus les Mongols, ils étaient à l'internat, et le soir c'était encore plus le cirque. C'est-à-dire qu'ils faisaient les... Je sais pas exactement ce qu'ils faisaient à l'internat, mais c'était aussi des blagues en permanence, quoi. Et donc j'étais triste de pas y être. Donc forcément, qu'est-ce qui se passait au lycée? C'était à nouveau heure de colle.
viré de cours, CPE. Et je vais vous raconter un truc, et à chaque fois que je le raconte à des gens qui n'ont pas été dans ce genre de lycée, c'est-à-dire 90% des gens, parce que moi je me suis retrouvé dans un lycée, du coup, comme je vous l'ai dit, c'était la faune, c'est-à-dire qu'à chaque heure de permanence, à chaque heure où on n'avait pas cours, eh bien, on n'allait pas à l'étude comme tout le monde faisait, on allait tout simplement au bar. On allait au bar boire des blancs pêches ou des bières. Mais on n'avait pas d'argent, on se mettait évidemment à 8 pour payer une bouteille de blanc. On mangeait des beignets, on jouait au baby-foot. Moi j'étais un des seuls à avoir la voiture, donc non mais évidemment on conduisait pas en ayant bu, ça ne fait jamais ça, mais on allait à Intermarché acheter des sandwichs américains et des bonbons comme des gros sacs. Ouais, donc j'étais le seul à avoir le permis, donc on allait à Intermarché comme ça. Et donc on avait nos 4000 calories de sucre quotidien et on était bien gros, bien gras et on était content. Et oui, donc forcément on sortait du bar, on était un petit peu éméché et on arrivait en cours de philo un petit peu éméché, on va dire. Et évidemment, là, il y a toujours un ingénieur qui te dit non mais t'inquiète, c'est bien pour ouvrir l'esprit, pour ouvrir la conscience, c'est bien de boire un petit peu avant le cours de philo. Évidemment, quand je dis un ingénieur, il faut comprendre que c'est le plus con de la classe qui dit ça. Ne buvez jamais avant d'aller en cours, évidemment. Mais voilà, c'était franchement la débilité profonde. On a bien rigolé. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est que moi, le bac de français et d'histoire, c'était en première. Je crois qu'ils l'ont fait qu'une ou deux fois, ça, le bac d'histoire et de français en première. Et donc moi, j'étais dans ceux-là. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que j'ai eu 7 et 10. 7 en histoire, donc c'est évidemment une catastrophe. J'ai honte parce que j'avais rien foutu de l'année, parce qu'on n'avait pas vu la moitié du programme. Donc j'ai eu des très mauvaises notes, ce qui m'a mis genre moins 60 ou moins 80 points pour le vrai bac. Alors que tout le monde avait des points en avance, tout le monde disait moi j'ai 40 points d'avance, ouais, donc ça me met bien pour le bac l'an prochain. Moi j'étais en points négatifs. C'est-à-dire que j'avais pas encore passé le bac, qu'il fallait déjà que je rattrape mon retard. C'était évidemment honteux et catastrophique. Mais là, j'en veux énormément aux profs. Je suis désolé, mais au bout d'un moment, c'est la faute des profs, c'est la faute de l'encadrement, de ne pas se faire plus respecter, de ne pas laisser l'école à la dérive, de ne pas avoir fait la moitié du programme, c'est leur faute et pas la faute des élèves. S'il y avait des sanctions plus adaptées, s'il y avait une compréhension plus adaptée des élèves et de ce qu'ils veulent, ce serait pas dans cet état-là et je remets l'entière faute sur les profs. Parce que je suis désolé, il y a des profs dans des cours où ça se passait tout à fait bien. C'était pas une généralité, il y a des cours où ça se passait très très bien. Et je dois dire que ce n'étaient pas les profs qui étaient les plus sévères. Parfois, c'était les profs qui savaient nous comprendre, qui savaient comment nous parler, comment être avec nous, comment il fallait... quand fallait être sévère, quand il fallait être sympa, quand il fallait rigoler. Il y a des profs qui savaient faire ça et qui savaient se faire respecter, et dans leurs cours, ce n'était jamais le bazar, tout simplement parce qu'ils avaient une pédagogie adaptée à ce genre d'ambiance. Et là, j'en veux absolument aux autres profs qui ne savent pas faire ça, et qui ont laissé nos cours à la dérive, et je vous en veux énormément. Oh là là. Donc j'espère que mes parents n'écouteront pas le podcast parce qu'il y a des choses que tout simplement ils ne savent pas encore. Donc coupez le podcast. J'espère que vous avez coupé le podcast suffisamment tôt parce que il y a des choses que vous avez appris, typiquement les blancs pêches à 9h du mat. Je suis pas sûr que vous étiez au courant. Aïe aïe aïe, mais je suis trop content parce que je suis sûr qu'il y a quoi? Il y a mon public qui doit croire que, puisque j'ai fait la fac de pharma, puisque je suis docteur en pharmacie aujourd'hui, c'est sûr que j'étais le premier de la classe au lycée, tout devant. Eh bien non, enfin j'étais tout devant, mais pas pour les mêmes raisons, c'est parce que les profs me mettaient tout devant pour pas être à côté de mes copains. Mais donc je romps un petit peu le cliché aujourd'hui, je n'étais pas du tout l'élève que vous imaginiez.
Et donc après, il y a eu le bac. Donc j'ai eu... voilà, le bac c'est de la branlette, hein. C'est tranquille. Évidemment, puisqu'il y avait les matières scientifiques, j'ai réussi à m'en sortir avec une assez bonne moyenne. Je crois que j'ai fini à 12,8, ce qui est évidemment pas terrible, hein. Le bac en dessous de 15 de moyenne, je pense que je pense qu'on peut faire mieux que 12 de moyenne. Franchement, au bac, c'est ridicule. J'aurais pu largement faire mieux parce que j'ai conscience d'avoir des facultés d'apprentissage qui sont plutôt correctes. Et donc j'ai conscience que j'aurais pu faire largement mieux que cette note. Mais après tout, peu importe, puisque je ne visais pas une école sur dossier. Moi, je voulais aller à la fac. Donc c'était... on n'en demandait pas plus. Et bon, vu que je suis un peu un fainéant, puisqu'on n'en demandait pas plus, eh bien je me suis pas forcé, on va dire. Donc c'est la fin du lycée, et j'arrive en première année, la première année de santé, la PACES. Et donc là, évidemment, je me retrouve dans une ambiance qui ressemble étrangement à celle du lycée, puisqu'il y a les carrés, donc ceux qui ont redoublé leur année, qui se plaisent à faire les débiles en amphi, à chanter, à faire des remarques un petit peu grivoises. Et donc évidemment, ça me régalait. Évidemment, ça me régalait que je participais à ce genre d'ambiance. Et donc évidemment, j'ai rigolé énormément parce que c'était très rigolo, les blagues des carrés. Sauf que malheureusement, j'en oubliais de réviser, hein. Ça me régalait tellement que j'ai oublié de réviser, et tellement que j'ai redoublé comme un gogol, parce que j'ai cru que la fac, c'était le lycée, alors qu'à la fac, il n'y a pas de prof, en fait, pour te dire vous penserez à réviser, la semaine prochaine, il y a un DS, hein. Pas du tout, à la fac, tu es livré à toi-même, et si tu oublies de réviser, eh bien c'est tant pis pour toi, hein. Donc j'ai redoublé, j'ai refait ma première année, que cette fois-ci j'ai réussi, mais a posteriori je me dis que j'aurais pu mettre aussi un coup de collier en première année, de mieux réviser, mieux m'organiser, mieux me renseigner sur la première année aussi, afin de pouvoir réussir la première année en un seul coup plutôt que perdre un an. C'était évidemment ridicule quand j'y pense, j'aurais pu travailler davantage et passer en une seule fois. Et je dis que j'aurais pu me renseigner davantage, ça rejoint un petit peu l'intérêt de ma chaîne YouTube. En fait, moi j'ai voulu créer ma chaîne YouTube pour aider les gens, pour pas qu'ils se retrouvent dans la même situation que moi. Donc j'ai la prétention de dire que j'ai aidé des milliers d'étudiants à se renseigner sur ces études, ce qui est absolument vrai quand vous voyez les statistiques de ma chaîne YouTube. Et donc voilà, c'est la fin de la première année que je réussis, et la suite, vous la connaissez. Alors, n'hésitez pas à me dire si un podcast sur mon expérience dans le milieu universitaire vous intéresse. Je vous le ferai avec grand plaisir, parce que j'imagine qu'on va bien rigoler aussi. Parce que dans le milieu universitaire, il y a aussi des petites bêtises qui ont été commises, hein, je vous en parlerai. On a aussi fait les clowns. En soirée pharma, ou je sais pas, en stage, on a fait les Mongols aussi, hein. Donc je pourrais vous en parler, et on va aussi rigoler. Je pense que je vais vous régaler si un jour je vous raconte tout ça. N'hésitez pas à m'en faire part dans ma messagerie sur le compte Instagram première.consultation. N'hésitez pas à me faire tout ça. Et on passe tout de suite à la rubrique numéro 3, la rubrique concernant les sujets d'actualité, qui s'appelle la rubrique sémiologie. C'est parti. La première actualité dont je vais vous parler, c'est l'application Carte Vitale. Alors je sais pas ce qu'il y a le plus drôle, hein, soit mon expérience au lycée, soit la rubrique actualité aujourd'hui. Non, mais franchement là c'est très drôle. À l'heure des NFT, de l'intelligence artificielle, du big data, voici que la France sort son application Carte Vitale. Welcome in the new age. Franchement, c'est ridicule. Le gouvernement renforce sa transition numérique avec le renforcement de l'application Carte Vitale. Non mais ça me fait rire parce qu'en fait ça aurait dû être fait en 2008. En 2008 ça aurait eu de l'intérêt. Mais bon, la France a choisi d'avoir 15 ans de retard dans tous les sujets. Donc c'est un peu dommage et un peu ridicule. Et d'ailleurs, je ne connaissais pas cette application avant il y a quelques jours, parce qu'il y a eu des news qui sont sorties sur cette application, donc forcément j'en ai entendu parler, mais avant ces news-là, je n'en avais jamais entendu parler. Donc j'ai fait un sondage pour savoir si les gens
connaissait cette application. Et c'est plutôt simple parce qu'il y a 90% des gens qui ne la connaissent pas. Donc je suis ravi de ne pas être le seul à ne pas connaître ça. Et d'ailleurs, je me suis renseigné auprès de collègues et d'amis, de connaissances, médecins, pharmaciens, dentistes, etc., pour savoir s'ils ont déjà eu des patients qui leur présentaient ce QR code, cette application carte vitale. J'ai dû sonder 5-6 personnes, parce que j'ai fait ça rapidement, il y a une seule personne à qui c'est arrivé. Et pourtant, il voit des cartes vitales tous les jours. Vraiment, il y a une seule personne qui lui a présenté son QR code. Donc je pense qu'à vrai dire, c'est très très peu utilisé. Voilà. Donc c'est quoi cette application carte vitale ? C'est juste une alternative dématérialisée de la carte vitale. C'est-à-dire qu'au lieu de présenter votre carte vitale, vous présentez un QR code. Voilà, c'est plutôt une bonne idée, mais c'est juste que c'est beaucoup trop tard en fait. Et on peut d'ailleurs s'apercevoir que les gens sont plutôt contents d'ailleurs de cette application carte vitale, parce qu'il y a des très bons retours du public sur l'App Store et sur le Google Play. Alors par exemple, sur l'App Store, on peut remarquer une note de, attendez, j'arrive pas bien à voir, 2,1 sur 5. Là vous allez vous dire, mais c'est parce qu'il n'y a pas beaucoup de votes, il y a plus de 300 votes. Et sur Google Play, c'est encore pire, 1,8 sur 5, avec 600 votes. Est-ce que vous voulez que je vous lise quelques commentaires ? C'est parti. Une galère. Il m'a fallu 3 fois avant que mon dossier soit accepté. J'imagine un reflet sur ma carte d'identité. Vu qu'on ne voit pas l'image envoyée au service, forcément, il faut recommencer. Peu de médecins ou de pharmacies sont équipés du système qui permet de lire les QR codes et par conséquent, je ne m'en étais jamais servi. Bon, voilà, je ne sais pas si ça vous suffit. Ce qui est hilarant, franchement, c'est que ça se voit que c'est destiné à un public de giga boomers. Alors, je vais vous lire ce qui se passe sur le site de la carte vitale, là, et vous allez tout de suite comprendre pourquoi c'est destiné à des boomers. Déjà, le texte, il commence par « Avec l'utilisation croissante d'outils numériques dans le quotidien des Français », sans blague, ça fait 25 ans que c'est le cas, et alors que le texte est d'aujourd'hui, donc c'est le problème en fait. Il était nécessaire que la carte vitale existe aussi en application pour smartphone. Il s'agit d'une nouvelle étape du virage numérique. Personne ne dit virage numérique à part eux. Concrètement, pour lire les informations contenues dans l'application carte vitale de l'assuré, vous avez besoin de choisir l'une de ces deux options. Lecture d'un QR code affiché dans l'application carte vitale, ouvrez les guillemets, comme ceux présentés sur les billets de train. C'est-à-dire qu'on a besoin d'expliquer ce que c'est un QR code aux personnes qui lisent, et la référence c'est comme ceux sur les billets de train. Bref, c'est une application pour boomers évidemment, une application... Du coup, c'est quoi vraiment cette application ? C'est une application qui va contenir des éléments administratifs, mais aucune information d'ordre médical. Et pour rassurer les personnes les plus réfractaires qui diraient « Ouais, mais attendez, au niveau de la sécurisation des données, c'est quand même limite », eh bien, rassurez-vous, l'assurance maladie a la réponse qu'il vous faut. Ils répondent que l'application dispose du même niveau de sécurité que la carte physique. Ah bah ça va, on est rassuré, c'est pas comme si le site Amélie avait été piraté à de nombreuses reprises, c'est pas comme s'il y avait des droits sociaux qui sont attribués à des personnes qui n'existent même pas, c'est pas comme s'il y avait des personnes vivantes qui se font retirer leurs droits du jour au lendemain parce qu'elles sont déclarées mortes. Merci beaucoup, on est vraiment rassurés. Je sais pas si vous êtes au courant ça, mais il y a des gens qui perdent leurs droits sociaux parce qu'il y a quelqu'un qui s'appelle comme eux et qui est mort, et donc du jour au lendemain, ils n'ont plus de carte vitale, ils n'ont plus rien, et donc c'est une galère de récupérer sa carte vitale parce qu'on est bel et bien vivant. C'est une galère sans nom, des papiers à remplir pendant des années, tout ça parce que l'assurance maladie a fait une erreur. Enfin bref, c'est une catastrophe. Donc au niveau sécurisation des données, c'est pas forcément rassurant. Mais alors, à quoi ça sert cette carte virtuelle ?
L'assurance maladie avance plusieurs avantages. Ça permettrait par exemple de toujours avoir sa carte vitale sur soi, parce qu'il y a de nombreuses personnes qui l'oublient. Ça permettrait de réduire les erreurs de facturation, de réduire le risque de contamination. Oui, parce que les médecins qui touchent des cartes vitales tous les jours et qui reçoivent des patients qui sont malades, ça éviterait évidemment de transmettre des germes. Et ça permettrait aussi de consulter ses dépenses de soins. Mais le problème, c'est que ça ne serait disponible que 7 jours après la consultation, et après ces 7 jours, ça disparaîtrait définitivement. Ça, j'ai pas vraiment compris. Bon, bref. Et à terme, cette carte vitale virtuelle permettrait de déléguer les droits à des personnes de confiance. Par exemple, si vous allez chercher les médicaments pour votre maman qui est malade ou pour une personne sur tutelle, etc. Et la carte vitale sur le téléphone permettrait aussi d'avoir les données de la mutuelle. Et oui, parce que ce n'est pas encore disponible, malheureusement. Donc cette application est pour le moins pas tout à fait au point, on va dire encore, parce que la seule chose qui serait intéressante, c'est d'avoir toutes ces données au même endroit, et ce n'est pas encore disponible. Donc, en gros, pour vous la faire courte, c'est pas au point, ils ont déjà 15 ans de retard, et ils se permettent de mettre 4 ans à faire une application qui n'est même pas au point, alors que, je sais pas, des Japonais auraient fait une application tip-top en 2 semaines. C'est franchement insupportable de devoir attendre autant de temps, qu'il y ait autant de personnes qui travaillent sur cette application et qu'elle ne soit pas au point 4 ans après. Parce que je rappelle que c'était un des objectifs que le gouvernement s'était fixé en 2019. Donc en 2019, vous étiez déjà en retard. 4 ans après, les résultats ne sont toujours pas là. C'est un problème. Désolé de vous le dire, mais je finance votre salaire et j'aimerais bien avoir un retour sur investissement, mesdames et messieurs. Donc, cette application n'est pas forcément très connue pour le moment parce qu'elle est en essai dans 8 caisses d'assurance maladie, dont la mienne. Donc, vous voyez, moi, je n'étais pas au courant alors qu'elle est censée être présente dans ma caisse d'assurance maladie. Donc j'imagine que vraiment personne ne l'utilise, même les personnes qui sont censées être concernées ne l'utilisent pas. Bref. Et ça serait déployé à l'ensemble du territoire dans les mois qui suivent. Donc attendez-vous à voir ce phénomène se déployer de plus en plus, même si pour le moment ce n'est pas tout à fait au point. Alors c'est tout pour cette première actualité, l'application Carte Vitale. Deuxième actualité, c'est la Poste que vous connaissez pour le courrier, pour les colis, etc., qui se lance dans la santé en lançant la Poste Santé et Autonomie. Je vous entends déjà rigoler, mais ne rigolez pas tout de suite à la blague, ça n'a pas encore commencé. La Poste a annoncé ce 18 octobre le lancement d'une branche dédiée à la santé, et en particulier à la santé à domicile et à la valorisation des données de santé. D'accord, eh bien on espère que vous serez plus doué en livraison de médicaments qu'en livraison de courrier. Ce service vise à rendre plus simple l'organisation des services et à créer une marque facilement identifiable. Oui bon, ça d'accord, pourquoi pas. Effectivement, c'est vrai que tout le monde connaît le logo de la Poste et que ce serait une marque, un gage de confiance pour les personnes âgées par exemple. Alors plutôt qu'un logo de start-up ou de je ne sais pas quoi, c'est vrai que le logo de la Poste, tout le monde le connaît et tout le monde en a confiance. Bon, en vrai, ils ont annoncé le lancement de la branche santé, mais on ne sait pas exactement les missions qu'ils auront dans le système de santé. Nous allons travailler sur des problématiques telles que la réponse à la pénurie systémique de personnel hospitalier, le désengorgement de l'hôpital ou l'exploitation des données de santé. On a l'impression qu'ils veulent soigner tous les maux de la terre, ça veut tout et rien dire, on n'en sait pas vraiment plus, je sais pas trop pour le moment si c'est une bonne ou une fausse bonne idée, mais en tout cas je peux que leur souhaiter du succès dans ce nouveau projet. Bon. Mais du coup, ça veut dire quoi? Est-ce que ça veut dire qu'il y aura des pharmaciens à la Poste? Est-ce que la Poste est en mesure de stocker les médicaments d'une façon correcte, avec des frigos, avec des taux d'humidité contrôlés, de la température contrôlée? Vu comme ils traitent les colis, je suis pas sûr que ce soit le cas exactement, mais j'ai bon espoir qu'ils s'améliorent à ce niveau. Mais voilà. Donc pour le moment, je voulais vous annoncer ça parce que c'est plutôt comique de les voir se lancer dans un tel domaine. Mais en tout cas, c'est encourageant de voir qu'il y a des innovations et que tout le monde participe
à l'effort de la santé et qu'il y ait des améliorations comme ça. Je peux que leur souhaiter du succès. J'attends de voir évidemment le retour et je vous en parlerai dans un prochain podcast pour voir exactement les différentes missions. Mais quoi qu'il en soit, moi je trouve que c'est plutôt navrant pour la profession de pharmacien. C'est-à-dire que le pharmacien perd le sens exact de sa profession en voulant se rapprocher de plus en plus vers un taf d'infirmier. Par exemple, avec le fait qu'on puisse vacciner maintenant, qu'on puisse réaliser des tests, des diagnostics, alors que c'était exactement l'intérêt de notre profession de pharmacien, de faire le lien ville-hôpital, d'assurer la délivrance. Et là, vous le faites voler par la poste. Vous le faites d'abord voler par les parapharmacies qui vendent des cosmétiques, etc. Puis ensuite par la poste. Et puis, qui sait, demain ce sera peut-être par Leclerc ou Amazon qui auront le droit de délivrer des médicaments. Et je suis désolé, ce sera vraiment de votre faute. Il ne faudra pas pleurer quand on vous aura volé toutes les particularités et les responsabilités du pharmacien d'officine. Ce sera de votre faute parce que vous avez perdu l'intérêt de la profession en voulant vous rapprocher du taf d'un infirmier, parce que vous avez l'impression de ne pas participer suffisamment au système de soins, donc vous avez voulu vacciner, vous avez voulu faire des tests de diagnostic, etc. Je vous enlève pas que ce sont des tâches vraiment très importantes et que ce soit bien qu'on accorde de la responsabilité à la profession, mais vous avez enlevé le principal objectif de la profession, c'est-à-dire le stockage, la délivrance, le conseil, etc. Et là, je suis désolé, mais j'ai l'impression qu'avec cette nouvelle, avec la Poste qui lance la santé, qui se lance dans la santé et l'autonomie, j'ai l'impression que vous vous faites voler vos responsabilités à la fois dans l'accompagnement des personnes âgées, de la délivrance, du lien entre la ville et l'hôpital, etc. Donc ça m'inquiète un peu sur le devenir du métier de pharmacien, c'est vrai. Alors je ne peux que conseiller de travailler. Reconcentrez-vous réellement sur le cœur de votre métier. Donnez de l'importance à vos missions et les patients ne vous en seront que reconnaissants et n'iront pas par exemple à la Poste ou chez Amazon prendre leur service de santé tout simplement parce qu'ils préféreront venir chez vous. Donc travaillez là-dessus parce que c'est en quelque sorte l'avenir de la profession qui est entre vos mains et je ne suis pas sûr d'exagérer quand je dis ça. Donc voilà, à la fois c'est une bonne nouvelle que la Poste se lance dans de nouveaux objectifs, ça ne peut que être bon pour le système de santé, mais à la fois ça m'inquiète un petit peu et je suis désolé de souligner tout ça. Voilà, pas d'autre actualité pour cette rubrique 3, on va passer du coup à la rubrique numéro 4, la rubrique confraternité dans laquelle je vous demande votre avis sur un sondage. Le sondage de la semaine, c'est en raccord du coup avec la rubrique précédente. Alors, pensez-vous qu'il soit inévitable que les grands groupes, que j'ai cités tout à l'heure, comme Leclerc, comme Amazon, etc., partagent leurs responsabilités avec le pharmacien? Est-ce que pour vous, il est absolument inévitable que ça se passe comme ça? Est-ce que vous êtes angoissé à l'idée de vous faire voler vos responsabilités par ce type de nouvelles entreprises qui débarquent dans le système de santé? N'hésitez pas à me partager votre avis qui serait vraiment super intéressant à entendre. Il y a une nouvelle fonctionnalité sur Spotify. J'ai ajouté le sondage directement en dessous de l'épisode de cette semaine. Ça vous prend 2 secondes à répondre. Je suppose que je vais mettre oui ou non. N'hésitez pas à participer, ça me permettra d'indiquer le pourcentage au prochain épisode. Et bien sûr, si vous voulez développer, n'hésitez pas je vous donne rendez-vous sur le compte Instagram première.consultation où vous pourrez développer votre argumentaire en commentaire de la publication que je vais déposer immédiatement après le podcast. Et maintenant, on va faire un retour sur le sondage de la semaine précédente. C'était un sondage compliqué. C'est vrai que là, je vous ai pas gâté. C'était concernant, en fait, j'ai fait une rubrique sémiologie, une rubrique d'actualité sur le financement de la sécurité sociale, où je vous parlais du coup du déficit de la sécurité sociale, et je vous demandais si vous aviez peur que le système de sécurité sociale en France aille de plus en plus vers une privatisation
où tout est géré par des mutuelles, comme on peut par exemple le voir aux US, et je vous demandais votre avis là-dessus. Donc évidemment c'est une question plus compliquée qu'à l'habitude, donc j'ai pas eu énormément de retours, mais on va découvrir tout de suite les retours que j'ai pu avoir. Bon, je vais pas vous le cacher, il y a la plupart des gens qui m'ont écrit qui étaient absolument opposés au système de soins américain, tout simplement parce qu'on est baigné dans le fait que l'assurance maladie soit entièrement prise en charge depuis qu'on est petit, donc ça nous paraît bizarre de devoir payer très très cher pour bénéficier de soins en France. Tout simplement pour des problématiques d'accès aux soins, d'inégalité d'accès, ou alors tout simplement en fonction des coûts de médicaux qui sont absolument considérables, conséquents en Amérique, alors qu'ils sont ridicules et presque totalement gratuits en France. Effectivement, la plupart des gens étaient absolument opposés à ce système, mais j'ai quand même réussi à relever quelques points positifs, comme par exemple, il y a des gens qui m'ont dit « Oui, mais si tout le système était privatisé, eh bien on pourrait payer en fonction de la couverture qu'on voudrait, rien ne nous serait imposé. » C'est-à-dire que là, vu que c'est une solidarité nationale, eh bien tout le monde paye le même prix, et souvent ceux qui n'ont pas de maladie, ils sont un peu dégoûtés parce qu'ils payent très cher, parce que ils n'ont aucun retour sur l'investissement qu'ils font, alors que, à contrario, ceux qui ont plusieurs pathologies et qui ne payent pas grand-chose quand ils vont chez le médecin ou à la pharmacie, pour eux, c'est rentable. Enfin, c'est horrible de parler de rentabilité sur la santé, mais vous avez compris. Et donc, si tout était privatisé, eh bien, les gens qui ne seraient pas malades paieraient assez peu cher, alors que ceux qui seraient polypathologiques paieraient une assurance beaucoup plus chère, et donc ça équilibrerait un petit peu les investissements et le retour sur investissement que tu peux faire du coup. Donc c'est vrai qu'à ce niveau-là, ça pourrait permettre d'équilibrer un peu les investissements. Donc voilà, c'est le seul retour que je peux faire. Il n'y a pas eu énormément de retours parce que c'est vrai que c'est un sujet assez compliqué et qu'il faut s'y pencher quelques heures pour être sûr d'avoir bien compris et de pouvoir donner quelques arguments. Donc je ne m'attendais pas à énormément de retours sur ce sondage numéro 2. Je m'attends par contre à beaucoup plus de retours sur le sondage numéro 3 que je vous ai donné tout à l'heure. Est-ce que vous êtes angoissé à l'idée de vous faire voler vos responsabilités par les nouvelles entreprises qui débarquent dans le système de santé, Leclerc, Amazon, etc., qui vont peut-être dans le futur partager vos responsabilités? Est-ce que c'est quelque chose qui vous angoisse et que vous pensez inévitable? N'hésitez pas à partager votre avis du coup dans l'espace Spotify ou directement en commentaire de la publication sur Instagram. Ça m'aiderait énormément. Vous savez que le podcast est interactif et coopératif, donc j'ai absolument besoin de vos retours. N'hésitez pas à me faire parvenir vos avis. Et on passe tout de suite à la rubrique numéro 5, la rubrique diagnostic, dans laquelle je vous parle d'une maladie. J'en profite pour augmenter un petit peu votre culture personnelle en tant que professionnel ou patient. D'ailleurs, c'est toujours important de savoir de quoi on parle, ou d'avoir quelques notions sur des maladies ou sur... je vais aussi parfois vous présenter un laboratoire ou vous présenter une figure historique. C'est toujours important d'avoir quelques notions sur ces sujets. Le 29 octobre 2023, dans quelques jours, dans 3 jours exactement, ce sera la journée mondiale d'une maladie de la peau qu'on appelle le psoriasis, qui est une maladie quand même plutôt rare, mais qu'on voit quand même, j'ai envie de dire, plutôt fréquemment en pharmacie, des patients qui se plaignent de leurs lésions, etc. Et on va en parler dans quelques instants. Je vais vous donner du coup quelques infos pour avoir et pour pouvoir vous la raconter tout simplement en soirée, hein, on va dire ça comme ça. Non, je rigole. Pour quand vous serez au comptoir de la pharmacie, si un patient vient avec des lésions qui vous font penser à un psoriasis, eh ben vous saurez au moins de quoi vous parlez, et puis je vous laisserai approfondir le sujet de votre côté, si besoin. Alors, pour commencer, c'est quoi le psoriasis ? Ça n'a rien à voir avec le bon lait de brebis, ça. Psoriasis au bon lait de brebis. Oh putain, j'ai honte. Oh, j'ai honte. Mes excuses à tous les patients qui ont du psoriasis. Bref, alors c'est quoi du psoriasis ? C'est une maladie chronique de la peau, donc c'est-à-dire qu'elle n'est pas... elle est récurrente, elle vient régulièrement nous embêter notre quotidien. C'est une maladie qui est bénigne, donc c'est-à-dire qu'elle est pas très très grave, mais parfois dans des cas plutôt rares, elle peut être maligne et nécessiter des hospitalisations. Alors, qu'est-ce que c'est ? C'est une maladie de la peau, et donc la peau, pour rappel, elle se renouvelle. Vous n'avez pas la même peau aujourd'hui que vous aurez dans 30 jours.
En fait, tous les 30 jours à peu près, la peau se renouvelle à 100%. C'est ce qu'on appelle la desquamation. La peau va desquamer, c'est-à-dire qu'elle va enlever des squames couche par couche. La peau va sortir, on va même pas voir ça en fait, on va pas s'en apercevoir, mais la peau va se détacher. C'est ce qu'on appelle la desquamation. Et cette desquamation, au-delà d'un aspect de renouvellement, le renouvellement, en fait, il a un intérêt, c'est-à-dire que c'est pour se débarrasser des agresseurs ou des choses impures qui rentreraient dans la peau. Et ben, le fait de renouveler la peau régulièrement, ça permet de se débarrasser des agresseurs, que ce soit des bactéries, des virus, je sais pas, tu te plantes une épine dans la peau, et ben un mois plus tard, tu es sûr de plus l'avoir. En gros, hein, je simplifie, mais ça peut être ça, en gros. Et donc, par exemple, d'une agression, le coup de soleil. Vous prenez trop le soleil dans la journée, vous allez avoir un coup de soleil, la peau qui devient toute rouge, qui s'inflamme, et donc là, la peau va desquamer davantage, elle va augmenter son renouvellement, et c'est pour ça que la peau pèle quand vous prenez un coup de soleil, c'est parce que le soleil a été vécu comme une agression de la peau. Et donc le psoriasis, dans tout ça, c'est quoi? C'est que la peau ne va pas reconnaître, elle va croire qu'elle est agressée, alors que pas du tout. La peau n'est pas agressée, et pourtant toutes les cellules immunitaires vont se mettre en alerte et vont croire qu'il y a une agression, ce qui va stimuler la production de kératinocytes, donc les cellules de la peau, et donc la peau ne va plus se renouveler en 30 jours comme c'est le cas normalement, mais seulement en quelques jours. Donc là, il y a une énorme stimulation au niveau du renouvellement, et c'est ce qu'on va appeler l'hyperkératose. L'hyperkératose, c'est-à-dire qu'il y aura donc les cellules de la peau qui vont se renouveler énormément et qui vont se voir sur la peau, qui vont se regrouper et former des sortes de lésions. Donc je vous laisserai regarder sur Google Images à quoi ça peut ressembler des lésions de psoriasis, mais c'est des lésions qui peuvent parfois brûler, parfois démanger. On va voir des traces blanches apparaître sur ces lésions. C'est en fait des cellules mortes, c'est les desquamations, en fait, c'est les cellules de la peau qui se détachent. Et donc, voilà, ça fait souvent assez mal parce que c'est sur les zones de frottement, les genoux, les coudes, etc. Ça démange, ça brûle. Donc c'est pas forcément très agréable pour les personnes qui sont victimes de cette maladie. Donc il y a vraiment une évolution, hein. C'est pas tout à fait clair les apparitions de cette maladie. Ça peut être d'origine génétique, ça c'est une certitude. Il y a des personnes qui ont un génome, donc des gènes qui favorisent l'apparition de la maladie. Mais à côté de ça, il y a d'autres facteurs favorisants, par exemple le stress, l'alcool, la grossesse, des médicaments ou parfois même le climat qui peut influencer sur la maladie. C'est-à-dire qu'une personne qui n'a jamais eu cette maladie peut la voir se déclencher lorsqu'elle va tomber enceinte, ou alors lorsqu'elle aura une grosse charge de travail au boulot et qu'elle aura du coup beaucoup de stress, et ben ça va lui faire apparaître du psoriasis. Donc c'est pas tout à fait automatique, il y a parfois pas des cycles très définis, c'est vraiment plutôt hasardeux et ça évolue énormément. Alors quel est l'impact de cette maladie? Bah évidemment souvent c'est souvent un impact esthétique, un impact psychologique sur les patients bah, qui vont avoir un impact sur leur vie sentimentale, leur vie amoureuse, leur vie sexuelle, parce que évidemment ça peut toucher n'importe quelle partie de la peau et donc avoir des lésions à des endroits qui sont évidemment pas voulus, ça peut impacter psychologiquement la personne. Et donc il faut évidemment pas hésiter à en parler à son médecin, à son pharmacien, si on a l'occasion de voir un infirmier, etc., pour qu'ils vous mettent en place un traitement pour essayer de limiter l'apparition de ces lésions, ou du coup traiter quand c'est déjà là. Donc quels sont les traitements du psoriasis? Et ça va être surtout de l'anti-inflammatoire en première intention, donc par exemple de la cortisone en local. Si ça ne suffit pas, on peut éventuellement proposer un traitement par voie orale, du coup, pas en pommade ou en crème, mais directement en comprimé. Et en troisième intention, et là ce sera réservé uniquement aux cas graves qui demandent des hospitalisations, on va directement passer par la voie injectable, par des anticorps monoclonaux qui vont essayer de calmer le système immunitaire pour pas que le psoriasis se déclenche
de façon trop spontanée non plus. Donc, ce sont des anticorps qui vont essayer de bloquer le système immunitaire. J'espère que vous en avez appris un petit peu plus sur le psoriasis. Du coup, j'essaye, vous voyez, de vous donner quelques informations, mais de votre côté, si ça vous intéresse, vous pouvez creuser le sujet davantage. J'essaie de vous donner juste le bon niveau d'information pour que vous ayez un petit peu de culture générale sur ce sujet. Mais évidemment, ça ne suffira pas dans votre pratique de professionnel de santé. Je vous enjoins à vous renseigner davantage sur les différents canaux de recherche que vous connaissez de votre côté. C'est-à-dire pas Doctissimo et Wikipédia, évidemment. Donc c'est tout pour cette rubrique numéro 5, le diagnostic. Voilà, aujourd'hui je vous ai diagnostiqué un psoriasis. N'hésitez pas à me dire s'il y a des maladies dont vous voudriez parler dans les prochains épisodes. Évidemment, je suis ouvert à tous les sujets que vous pourriez m'envoyer, à la fois pour la rubrique diagnostic, pour la rubrique des sujets d'actualité, etc. Ça fait 1 heure qu'on tourne, génial, et on va passer tout de suite à la rubrique numéro 6, la rubrique prophylaxie, dans laquelle je vous donne régulièrement des conseils santé, et aujourd'hui, le conseil santé, ça va être par rapport à l'attitude que vous renvoyez aux gens, et je vous demanderai d'opter pour une attitude positive. C'est parti. Donc moi, malheureusement, je remarque qu'il y a plein de gens qui sont malheureusement aigri dans la rue ou dans mon quotidien, et ça a le don de m'énerver un petit peu parce que, je sais pas, personne se parle, personne connaît ses voisins, tout le monde fait la gueule, personne n'ose se parler, on n'ose plus rien se dire parce on se dit mais comment ça va être perçu, comment... Moi en fait je voudrais qu'on soit un peu plus tournés les uns vers les autres plutôt que les uns contre les autres, et qu'on ait une attitude plus positive, plus d'ouverture vers l'autre. En disant ça, j'ai l'impression que c'est la positive attitude. Bon, ceux qui sont de ma génération connaîtront la chanson à laquelle je fais référence. Bref, voilà, donc moi j'ai remarqué ça, et ça a le don de m'exaspérer un petit peu. Et je voudrais du coup que ma communauté ne fasse pas partie de ces gens. En fait, j'aimerais que ma communauté soit justement en accord avec toutes les conseils santé et les prescriptions que je vous fais, et que vous soyez vraiment des boss, que vous ayez du coup une tenue impeccable, un esthétique impeccable, qu'on ne puisse pas vous reprocher d'être habillé comme des minables, que vous fassiez vos 7 à 10 000 pas par jour, que vous soyez des sportifs, et que vous ayez du coup, 3e prescription, une attitude positive envers les autres. Vraiment, que vous soyez quelqu'un d'ouvert d'esprit, que vous ayez une attitude d'ouverture, que vous connaissiez vos voisins, que vous entamiez des discussions avec des gens, que vous soyez souriant. Bref, voilà. Je voudrais que ce soit une 3e prescription. Évidemment, ne le faites pas comme un benet en souriant à n'importe qui dans la rue. Là, c'est plutôt effrayant, plutôt qu'une attitude positive. Mais j'ai envie de vous dire, par exemple, je sais pas, votre boulangère, la personne que vous croisez à la caisse, etc. Bah, si vous avez l'occasion d'échanger 2-3 mots, bah voilà, ça peut toujours être sympa. Essayez d'avoir une attitude d'ouverture envers les autres, plutôt que d'arriver à la boulangerie, de dire bonjour, je voudrais une baguette, avec vos écouteurs dans les oreilles. Bah dites bonjour, comment vous allez, ah il fait beau aujourd'hui, vous avez du monde aujourd'hui, ah il vous reste plus de croissants, ah, vous avez tout vendu. Je sais pas, entamer des discussions qui ne mènent à rien du tout, mais ça vous montre déjà que vous êtes quelqu'un de sympathique, d'ouvert, et au-delà de ça, vous allez embellir la journée de l'autre. Parce que la personne qui est en face, la boulangère, si elle croise que des gens aigris, qui lui parlent pas, qui ont les écouteurs dans les oreilles, etc., et ben ça lui fait passer une journée de naze. Alors que si elle croise que des gens comme vous, qui lui adressent quelques mots, et ben forcément ça va embellir sa journée. Donc voilà, c'est un tout, et moi je voudrais que mes abonnés, du coup, fassent partie des gens qui sont des boss, quoi, qui vont parler un petit peu à leurs voisins, à leurs boulangers, à leurs caissiers, etc. Bref. Et au-delà des effets sur le moment présent, parce que vous allez vous allez entamer une discussion sympa, vous allez montrer plus de sérénité, vous allez avoir l'air de quelqu'un en qui on peut avoir confiance, et bien sur le long terme, écoutez-moi bien, j'ai lu, je me suis renseigné, et ça peut vous permettre de vivre plus longtemps et en meilleure santé. Et oui, parce que avoir une attitude positive, ça va vous permettre d'écarter au plus possible
des coups de blues, des épisodes de dépression, des maladies cardiovasculaires, d'hypertension. Bon, c'est pas une nouvelle que l'anxiété et le stress sont des facteurs de risque pour de nombreuses maladies, pardon. Et typiquement, l'hypertension et la maladie cardiovasculaire, ce n'est pas une nouvelle. D'ailleurs, si vous remarquez bien, quand on dit à quelqu'un qu'il est stressé, on dit « Ah, mais t'es tendu aujourd'hui ». T'es tendu, hypertension, bref, vous avez fait le lien, c'est pas super compliqué à comprendre. Ah là là. Mais alors, moi, je me suis demandé pourquoi les gens étaient comme ça à faire la gueule tout le temps. Et c'est vrai que l'actualité est pas toujours sympathique. Je sais pas, l'écologie, la politique, les débats sociétaux, etc., qui sont extrêmement anxiogènes. Donc je ne peux que vous recommander déjà d'éteindre vos télés, de regarder le minimum d'informations, de vous éloigner de ce genre de débats qui sont tout simplement super anxiogènes. Et puis au-delà de ça, je me suis dit, les gens, ça fait 150 ans qu'ils ont abandonné la religion dans leur quotidien. Donc forcément, il manque de guide en quelque sorte, de destinée. C'est un constat vraiment très personnel que je fais, évidemment. Mais le fait d'avoir une religion vous conduit, je pense, à mieux savoir ce qui est bien, ce qui est mal, l'attitude que vous avez envers les autres. Je pense que c'est très lié au fait d'avoir la foi, au fait d'avoir une religion. Et donc, je pense que c'est plutôt lié les personnes qui ont abandonné la religion et le fait d'avoir une société où tout le monde fait la gueule, où tout le monde ne se parle pas, où il n'y a plus aucune ouverture envers les autres. De mon côté, je pense que c'est lié. À vous de me dire ce que vous en pensez. On fera un podcast, si ça peut vous intéresser, où je parlerai de la religion. Je pense que dans la rubrique où je parle de mes expériences personnelles, ça peut être intéressant. N'hésitez pas à me signaler vos envies sur les sujets que vous pensez intéressants. Mais alors, comment faire pour sortir de cette aigreur permanente, de cette non-ouverture à l'autre ? Eh bien, comme je vous l'ai dit déjà, essayez d'éviter les différents débats qui peuvent être un peu anxiogènes, comme l'écologie, la politique, les débats sociétaux de tout genre, et évitez les informations à la télé. Éteignez votre télé. Ouais, vraiment, je vous en ai fait part aussi dans le premier podcast, les dangers de l'épidémie médiatisée. C'était une catastrophe, ce qu'il y a eu dans les infos. Donc, vraiment, ça peut être un premier conseil. Aussi, je peux vous conseiller de vous entourer de gens qui vous ressemblent. Ne vous entourez pas de personnes qui ont une attitude anxiogène envers vous. En général, on dit vous êtes la moyenne des 5 personnes qui vous entourent. Regardez les 5 personnes dont vous êtes les plus proches, eh bien vous êtes la moyenne de ces gens. C'est-à-dire que si vous vous entourez de 5 personnes ultra sportives, et vous avez évidemment beaucoup plus de chances de vous mettre au sport. Alors qu'à l'inverse, évidemment, si vous vous entourez de personnes qui ne font jamais de sport, de personnes qui, se contentent d'être, on va dire, eh bien, vous aurez beaucoup moins de discipline pour aller au sport. Je vous demande aussi de sourire le plus possible. Le sourire, c'est un énorme, au niveau biochimique, c'est vraiment conséquent. La contraction des muscles de la face va provoquer un mouvement et ce qui va générer une production d'endorphines. Et les endorphines, c'est quoi ? Ça finit par orphine, c'est pas un hasard parce que ça vient de la morphine. C'est en fait un morphinique naturel que le corps sécrète, et qui va mettre notre cerveau dans un état de détente. Alors, même si vous n'avez pas envie de sourire, vous êtes dans une période de stress, etc., souriez, vous allez voir, vous allez remarquer des effets de détente sur votre cerveau. Donc, ayez une attitude positive, entourez-vous de personnes qui vous mettent dans un bon mood, et puis souriez. Si vous souriez à quelqu'un, il y a de grandes chances qu'il vous sourie en retour. Et donc, ça met tout le monde dans un état de bonne humeur. Et puis au-delà de ça, évidemment, relativisez. Votre vie n'est pas si terrible. Vous êtes en vie. Est-ce que vous avez déjà pris 5 minutes pour remarquer que vous étiez en vie ? Que vous étiez, en tout cas je vous le souhaite, je n'ai malheureusement pas de données sur mon auditoire, mais vous êtes sûrement en bonne santé. Ou alors vous avez 2 jambes pour vous déplacer. Ou alors vous avez un boulot, vous avez un toit. Prenez 5 minutes pour réfléchir à tout ça et relativiser. Il y a des personnes
qui ne sont malheureusement plus en vie ou qui ne sont malheureusement pas en bonne santé, des personnes qui sont nées sans jambes ou qui sont nées en devant être dans un fauteuil roulant, ou des personnes qui ont perdu leur boulot, qui n'ont pas de toit, qui vivent dans la rue. Relativisez et ne soyez pas aigris, remerciez la vie. Namasté. Vraiment, j'ai l'impression de faire un cours de yoga, mais pas du tout. Je me reconnais un petit peu dans leur discours, mais c'est pas exactement ce que j'essaie de faire aujourd'hui. Et du coup, on va directement passer à la rubrique de la prescription. Attention, la rubrique de la prescription, c'est là où je vous mets au challenge de réussir. Aujourd'hui, je pense que c'est la plus belle prescription que j'ai pu faire pour le moment. Donc il y a eu 2 prescriptions jusqu'à présent, et aujourd'hui, je pense que c'est la plus jolie que je puisse vous partager. Donc on passe tout de suite à la rubrique numéro 7, la rubrique prescription, dans laquelle je vous demande d'obéir à mes conseils santé. Messieurs, dames, aujourd'hui la prescription, c'est de venir en aide à quelqu'un. C'est absolument crucial pour que ma communauté soit des boss. Il faut qu'on soit des boss dans tous les domaines. Et aujourd'hui, je vous demande de faire preuve de générosité envers les personnes qui vous entourent ou même envers les personnes que vous ne connaissez pas. Donc là, je vous ai fait part tout à l'heure, c'est de faire un élan de générosité en vous adressant du coup à votre boulangère, votre caissière, etc. Mais ça peut être aussi, par exemple, en donnant une pièce à une personne qui dort dans la rue. C'est absolument crucial en ce moment parce que l'hiver approche, il fait assez froid en ce moment la nuit. Donc ça leur permettra de, je sais pas, s'acheter une couverture ou un pull pour survivre à cet hiver. C'est une catastrophe que des personnes dorment dans la rue en 2023. Ça me désespère, et je vous demande, messieurs, dames, si vous croisez une personne qui fait la manche ou qui est dans la rue, prenez 5 minutes pour lui parler, demandez-lui s'il a besoin de quelque chose, peut-être qu'il voudra, ouais, je veux bien un sandwich, ou ouais, je veux bien une bouteille d'eau, ou autre chose, une couverture, je sais pas. Ou alors donnez-lui une pièce, je sais pas. Vous avez tous des pièces dans votre porte-monnaie dont vous ne servez jamais, les 10 centimes, les 50 centimes, et puis si vous avez les moyens de donner quelques euros, donnez-lui quelques euros aussi. Ou alors, venez en aide à quelqu'un, ça peut être autre chose, par exemple, participer à un don du sang. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, moi j'ai donné aux pompiers, ça peut être une belle quelque chose de très joli aussi. Donc donnez votre sang, vous savez que le sang sera forcément utilisé, qui est forcément utilisé à bon escient. Ou regardez autour de vous, il y a forcément des gens qui sont dans le besoin. Peut-être un voisin, une personne âgée, votre frère, votre sœur, vos parents qui ont peut-être besoin, je ne sais pas, qui sont dans une impasse financière ou qui ont besoin de vous pour faire le ménage. Venez en aide à des gens. Il y a sûrement une personne âgée. Par exemple, moi, quand je fais mes 10 000 pas, je vois qu'il y a une personne âgée qui a des béquilles et qui promène son chien, évidemment avec beaucoup de difficultés puisqu'il a des problèmes pour marcher. Et bien cette personne, je la croise, je sais pas, peut-être une fois par semaine, parce que je fais pas tout le temps, mais pas à la même heure non plus. Donc la prochaine fois que je la croise, je pense que je vais lui demander si ça lui permettrait d'avoir un quotidien amélioré, si je lui sortais son chien du coup, si je lui promenais son chien à sa place. Je vais lui proposer du coup, peut-être qu'elle me dira oui, peut-être qu'elle me dira non, mais au moins j'aurais fait cet élan de générosité en proposant, en tendant la main à l'autre. Et c'est ce que je vous demande aujourd'hui. Tendez votre main, que ce soit à une personne qui dort dans la rue, donnez votre sang, donnez de l'argent aux pompiers qui passent à votre maison, tendez votre main à votre boulangère, à votre caissier, aux personnes âgées qui vous entourent. Donnez, donnez, donnez. Et si vous voulez recevoir des élans de générosité, il faut donner. C'est une situation gagnante-gagnante. Win-win situation, je ne sais pas si ça se traduit, mais si vous voulez recevoir, il faut d'abord donner. Il y a toujours plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Je ne sais plus qui dit ça, c'est une situation connue, mais je ne saurais pas dire quel est l'auteur qui l'a réalisé. Et en réalité, pour partir un petit peu plus loin dans l'analyse du don, on donne en fait pas vraiment pour les autres, on donne surtout pour soi. Et je vais vous dire pourquoi. C'est que quand on donne quelque chose, l'autre se sent bien, et quand on voit que l'autre apprécie, eh bien, ça nous fait kiffer également. Donc, en fait, quand on donne,
on donne pour recevoir ce sentiment dans notre fort intérieur. On donne d'abord pour ressentir la joie de notre côté plutôt que du côté du receveur. C'est le donneur qui est surtout pris d'orgueil, puisqu'il se sent bien, il se sent dit j'ai donné de l'argent à SDF, je me sens bien. En fait, on donne surtout pour soi avant de donner pour les autres. Donc écoutez, moi je vous demande de ressentir cette joie quand on donne quelque chose à quelqu'un. Ressentez cette joie. Je vous enjoins à donner du temps, donner de l'argent, donner quelque chose à quelqu'un qui est autour de vous. Et je suis sûr que vous allez trouver quelqu'un qui est dans le besoin. Comme je vous ai donné quelques exemples, mais ça peut aller évidemment bien au-delà. Je compte sur vous. Et n'hésitez pas à me dire vos différentes expériences, vos discussions que vous avez pu avoir avec les personnes que vous avez pu rencontrer ou quel est le don que vous avez pu faire. Dites-moi ça sur le compte Instagram. Il y aura aussi un post. Vous pourrez me commenter tout ça pour me dire vos différentes expériences et on en parlera dans le prochain podcast. D'ailleurs, là, on va revenir sur la prescription du podcast précédent, qui était « Faites l'effort de vous habiller correctement une fois dans la semaine ». Dans le dernier podcast, je vous ai fait part du concept de beauty privilege et je trouve que c'était important de vous s'habiller correctement pour mettre toutes les chances de son côté, tout simplement. Et puis au-delà de ça, il y a quand même... l'habit, c'est un message. Vous irez écouter l'épisode numéro 2 pour en apprendre plus dans la rubrique du coup numéro 6 où je vous parlais de l'habit, mais je trouve ça absolument primordial et je vous renvoie du coup vers cet épisode. Alors j'ai reçu plusieurs retours, à la fois en message privé et j'en ai un en commentaire de la publication, donc je vais lire celui-là évidemment en priorité. Donc c'est Madame Elia qui m'a fait le plaisir de son commentaire. Je te salue si tu passes par ce podcast. Merci beaucoup pour ta participation. Je la cite. « Perso, quand je fais cours pour le tutorat, je m'habille bien et franchement, ça permet de se sentir en confiance avant même de parler devant tout l'amphi ou la classe. » Et oui, je suis tout à fait d'accord avec elle. Quand on porte un bel habit, quand, vous allez mettre une chemise, quand vous allez quitter votre sweat à capuche pour mettre une chemise, eh bien naturellement vous allez vous tenir plus droit, vous allez sortir un peu les pecs, vous allez, naturellement vous allez mieux vous tenir parce que vous allez apporter du respect à votre vêtement. Et bien évidemment ça va vous permettre, par exemple dans le cas de Elia, de se sentir en confiance, évidemment. Quand elle va arriver en étant bien habillée plutôt qu'en étant habillée en jogging, eh ben on va accorder beaucoup plus de respect à son discours. Quand elle va faire cours, on va lui accorder beaucoup plus de respect, beaucoup plus de crédit, tout simplement. Voilà. Autre retour que j'ai eu, comme je travaille dans un magasin de bricolage maintenant, il est mieux pour moi d'avoir un air de roublard pour créer une confiance entre les clients. Alors c'est vrai qu'il faut aussi savoir s'adapter. Je trouve qu'il n'y a pas de plus... que c'est un savoir-vivre aussi de savoir s'adapter à son public. Donc là, Elia s'adaptait à son public parce que c'était un public de pharmaciens. Évidemment, si vous travaillez dans un magasin de bricolage, là c'est ma chère Bérénice qui m'a fait le plaisir de ce message, il faut aussi savoir s'adapter à son public. Si vous arrivez en costume, cravate devant des personnes qui viennent acheter une perceuse, c'est effectivement peut-être pas adapté. Donc, mais par exemple, Bérénice, peut-être que tu pourras tu viendras habillé d'une autre façon pour un anniversaire, pour un mariage, pour je ne sais quoi. Voilà, tu sauras certainement t'adapter pour d'autres occasions. Donc effectivement, ton message est tout à fait pertinent parce que je vous demandais de vous habiller une fois dans la semaine correctement, mais effectivement, ton travail ne se prête pas à ce genre d'habits, j'ai envie de dire. Bravo, en tout cas, pour ton message et merci beaucoup. Et enfin, mon ami Clément, qui me fait le plaisir de ce retour, qui me dit... il est pharmacien en industrie, pour mettre un peu de contexte, et qui me dit « Moi, je suis en costume toute la semaine, alors week-end, c'est détente, jean, pull. » Eh ben oui, tout à fait. Et il ajoute « Je suis bien d'accord avec toi sur la nécessité de bien s'habiller. » Merci pour ce retour, mon cher Clément. Ça me fait très plaisir. Merci si tu passes par là. Je sais que tu écoutes le podcast. Ça me fait un grand plaisir.
Et donc oui, effectivement, si tu es en costume toute la semaine, je comprends que tu aies un peu la flemme de le porter aussi le week-end. Mais par exemple, si tu fêtes l'anniversaire de ta copine le week-end, j'imagine que tu vas faire l'effort de t'habiller aussi. Ça rejoint un petit peu ce que je disais avec Bérénice. Il faut savoir s'adapter. C'est aussi une beauté et un savoir-vivre de savoir s'adapter à son public. Merci beaucoup pour vos retours sur cette expérience. Je suis vraiment très fier de vous. Bravo à tous ceux qui ont joué le jeu et je compte sur vous pour cette nouvelle prescription. Venez en aide à quelqu'un. Donnez, donnez, donnez. C'est mon conseil pour ce podcast. Et puis bien sûr, si vous ne savez pas à qui faire de dons, n'hésitez pas à visiter mon compte Tipeee. Et oui, parce que si vous ne trouvez personne à qui faire de dons, soyez bien sûr que moi je serai ravi de recevoir votre générosité et que votre argent sera utilisé à bon escient et qu'il sera réinvesti dans le podcast pour augmenter la qualité de ce dernier. Alors n'hésitez pas à me faire un don sur Tipeee, ce serait vraiment adorable de votre part et ça me permettrait de laisser mon compte 100% sans sponsor, du coup sans financement, parce que les amis, le jour où il y aura un sponsor, un financement sur ce podcast, eh bien je ne pourrai plus dire ce que je veux, je ne serai plus libre de faire les blagues que je veux, et pour moi, ça gâchera la qualité du podcast. Et donc, je vous enjoins du coup à faire des dons avant qu'il ne soit trop tard. Et je vous en prie aussi, ne m'envoyez plus de messages pour me dire « C'est quand le prochain podcast ?» S'il vous plaît, il n'y a que les personnes qui font des dons sur Tipeee qui ont le droit de me dire ça. Parce que si tout le monde m'avait donné 1 euro, croyez-moi, il y aurait des podcasts tous les 3 jours qui sortiraient. Mais à vrai dire, je fais ça 100% bénévolement. J'ai touché exactement 0 euro à vous faire 6 heures de podcast. Alors, si vous voulez plus de podcasts, envoyez-moi 1 euro, 2 euros, 5 euros, allez, soyons fous. Et croyez-moi que vous aurez des podcasts de façon beaucoup plus régulière. Ouais, franchement, c'est désagréable de savoir qu'il y a des gens qui sont super exigeants sur la fréquence des podcasts et qui, à côté de ça, sont les personnes qui donnent le moins, donc franchement c'est désagréable. Donnez-moi 1 euro sur Tipeee et ensuite vous aurez le droit de critiquer la périodicité des podcasts. C'est tout pour cette rubrique les amis, on passe à la rubrique suivante. Et on passe maintenant à la dernière rubrique de ce podcast, la rubrique où vous m'avez fait parvenir vos questions, la rubrique FAQ. Auquel du coup je vais répondre. Merci à tous pour vos questions, n'hésitez pas à m'en envoyer, je prends toujours beaucoup de plaisir à vous répondre. C'est parti. Quelle est la plus belle année en tant qu'étudiant et la pire année ? Je pense que du coup la plus belle année ça doit être évidemment après la PACES, parce que la PACES c'était pas très très sympa. Ça doit être la deuxième je pense, parce que c'est là où j'ai rencontré tous mes copains, c'est là où on a fait les idiots à la fac, où on a fait beaucoup de soirées, où, je sais pas, on découvre les plaisirs des soirées étudiantes, où c'est plus tranquille parce qu'il y a beaucoup moins de travail à fournir qu'en première année. Oui, je pense que c'est largement celle-ci la plus belle année en tant qu'étudiant. Et d'ailleurs, mes copains que j'ai rencontrés en deuxième année, je suis toujours ami avec eux. Et donc, c'est forcément des très très bons souvenirs. Et la pire année, je sais pas, j'hésite entre la première et la 5e année, parce que la 5e année, forcément, c'était pendant le Covid, que moi j'étais en stage à l'hôpital, donc forcément c'était pas très rigolo, et puis après il y a eu le Covid, donc on était confinés. Donc ouais, c'était pas très très rigolo cette époque. Donc oui, c'est peut-être la 5e année, et puis évidemment la première année, parce que c'était complexe, complexe dans les relations sociales. Oui, c'était quand même plutôt difficile, donc c'est vrai que je dirais certainement la première ou la 5e année. Ouais. Je vous réponds rapidement, mais évidemment, s'il y a besoin de développer, n'hésitez pas à me le dire, on fera une rubrique numéro 2, expérience personnelle, pour en parler davantage. Deuxième question, qu'est-ce qui m'a amené à ce métier ? À vrai dire, pas grand-chose. Hein. Quand j'étais au lycée, je me disais, putain, j'aimerais trop être pharmacien en affaires réglementaires quand je serai grand. Je voulais même pas être pharmacien, à vrai dire. Moi, j'aimais bien les sciences. Du coup, je me suis inscrit à la fac de médecine, à vrai dire, sans grande conviction, sans grande volonté. J'avais pas de vocation. En fait, il y a des gens, ils veulent faire médecin, pharmacien, dentiste, etc. Depuis qu'ils ont 5 ans. Moi, je m'en foutais un peu en fait. C'était vraiment un concours de circonstances qui m'a amené ici.
J'ai postulé du coup à la fac de médecine, j'ai été pris. Ensuite, le concours PACES m'a amené en pharmacie. Voilà, donc deux concours de circonstances d'un coup. Et puis là, à la fin, j'ai fait un stage dans ce domaine que j'ai bien apprécié. Donc j'ai continué dans cette filière. Et franchement, un concours de circonstances, quoi. J'ai pas eu vraiment de vocation, même si j'aime beaucoup ce que je fais aujourd'hui, mais j'ai jamais eu la vocation de faire ce métier-là. Troisième question, pourquoi industrie et pas officine? Et ben là, c'est vrai que pour le coup, j'ai eu plus de vocation. C'est-à-dire que l'industrie pharmaceutique, moi, je pensais que c'était vraiment le cliché des mecs en costume toute la journée qui parlent d'argent, d'argent, d'argent. Non, c'est pas exactement ça. On reviendra là-dessus aussi dans un prochain podcast, dans la rubrique Anamnèse, où je vous fais part de mes expériences personnelles, parce qu'il y a eu une grosse désillusion à ce niveau. C'est pas exactement ça. Mais j'avoue que ce côté plutôt classe et tout m'attirait énormément. Donc c'est pour ça que je me suis dirigé vers les métiers de l'industrie. Et puis aussi le stage que j'avais réalisé m'avait beaucoup plu. Donc voilà, ça m'a emmené vers ces métiers. Et puis les métiers de l'officine aussi me fatiguent énormément. Être debout toute la journée. Je me sens pas suffisamment calé aussi dans le conseil aux patients. Il y a des patients qui sont un petit peu usants aussi des fois. Donc c'est vrai que l'officine, je ne suis pas allé tout de suite vers ça. Et puis aussi, je veux dire que moi, si je vais en officine, j'aimerais bien être titulaire de l'officine et pas salarié de l'officine, parce que je ne vois que des désavantages à être salarié en officine plutôt qu'être titulaire. Mais ça demande énormément d'argent, donc j'ai pas encore fait de croix sur le métier de pharmacien en officine. Peut-être que je ferai une transition vers ce métier un jour. Mais de toute façon, je vous en parlerai aussi tôt que possible. Mais pourquoi pas. Mais dans tous les cas, ce serait au mieux pour faire du coup pour être titulaire. Donc oui, voilà, je pense que c'est les arguments que je peux vous donner pour pourquoi industrie et pas officine. Et bah pour le coup, il n'y a pas vraiment de choix définitif. Pour le moment, je me plais énormément en industrie, mais je fais pas de croix sur le métier d'officine. Dernière question, voilà, j'en prends quelques-unes à chaque podcast, je peux pas répondre à tout le monde, mais n'hésitez pas à je les note dans tous les cas, donc j'y répondrai peut-être dans des prochains podcasts, celles auxquelles je n'ai pas pu répondre. Dernière question, humoristique, comment trouver un stage Indus de marketing en 5e année? Il a quand même pas cru que j'allais lui trouver un stage. Je suis une agence d'intérim, excuse-moi, mais est-ce que c'est marqué podcast ou c'est marqué agence d'intérim? Franchement, non, je ne peux pas faire du cas par cas. Je ne peux pas répondre à ta demande. Là, je ne suis pas une agence d'intérim. Je suis sûr que tu vas trouver un stage. De toute façon, c'est pas très compliqué à trouver. Les industries pharmaceutiques sont en général plutôt ouvertes à prendre des personnes en stage. On n'a rien sans rien. Il faut travailler, mon cher, et tu vas forcément trouver si tu travailles suffisamment. C'est tout pour cette rubrique de questions. La dernière m'a fait quand même beaucoup rire quand je l'ai reçue, donc je voulais vous la partager. Non, je suis désolé, je ne peux pas faire du cas par cas comme ça. Hein. Écoutez, on passe du coup à la conclusion. C'est parti. Moi, j'ai beaucoup apprécié évidemment faire ce podcast comme d'habitude. J'espère que ça vous a plu. Avant de partir, n'oubliez pas de mettre 5 étoiles au podcast, ça vous prend 5 secondes de votre côté, mais pour moi c'est une aide énorme, et oui, je vais vous le dire à chaque fois, mettez 5 étoiles au podcast, il n'y a que 11 notes pour le moment, je vous demande qu'on en ait plus, il y a beaucoup plus d'écoute que ça à chaque fois, et je veux que tout le monde prenne le temps de mettre des étoiles au podcast, 5 étoiles au podcast. Abonnez-vous évidemment au compte Instagram première.consultation où vous répondez au sondage de la semaine, vous participez au FAQ, à la prescription, vous me faites des retours sur ce que vous avez vécu lors de cette prescription, vous m'envoyez des news aussi en santé, qu'elles soient drôles ou sérieuses. Vous savez, c'est un sondage coopératif, j'ai absolument besoin de votre aide. Aussi, si vous écoutez le podcast, n'hésitez pas à me taguer en story, je vous repartagerai. Et enfin, je vous demande de me faire... Voilà, ça va rejoindre un petit peu la rubrique de la prescription.
faites un don sur le Tipeee. Si vous ne trouvez personne à qui faire un don, eh bien faites-le à moi tout simplement. Faites-moi un don sur Tipeee. Obtenez un titre honorifique entre le cobaye de l'expérience, le titulaire de l'officine, etc. Allez sur mon Tipeee, il y a des trucs plutôt rigolos et vous obtenez des cadeaux en conséquence. Je vous remercie de votre générosité, c'est absolument vital pour mon podcast. Envoyez-moi 1 euro, c'est absolument nécessaire et je serai très content de recevoir 1 euro. Je vous apporte du contenu de qualité de façon régulière, je vous fais rigoler à chaque fois, alors n'hésitez pas à me rétribuer si mon émission a pu vous intéresser et si vous voulez qu'elle continue encore longtemps de façon indépendante. La plupart des podcasts sont sponsorisés, moi je fais l'effort qu'ils soient absolument indépendants. Alors vraiment, rétribuez-moi, je sais que 1 euro c'est pas grand chose pour des pharmaciens que vous êtes. Alors envoyez-moi 1 euro, ça me ferait très plaisir. Merci beaucoup à tous ceux qui feront l'effort de m'envoyer quelques euros. Écoutez, c'est tout pour ce podcast numéro 3, je suis ravi de vous l'avoir fait. Je vous donne rendez-vous très prochainement dans un prochain épisode. Merci beaucoup d'avoir écouté Première Consultation. C'était Anthony, alias Douzerie, pour le podcast Première Consultation. On se retrouve très vite. À bientôt les amis.